Aujourd'hui, je reçois une personne qui m'est très très chère, très importante à mon cœur, que j'ai connue à travers les circonstances. Donc, lorsque je travaillais, le bon Dieu me l'a envoyé à travers des cartes qu'elle a mis en place. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de la recevoir aujourd'hui. Merci Chantal d'être avec nous aujourd'hui. Wow, merci pour la belle introduction. Ça me fait plaisir, Sarah. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Chantal Binet, tu es coach, formatrice en leadership dans la région ici à Gatineau. Puis on partage aussi une histoire en commun, ce qui m'a ramené à te contacter, à apprendre de tes nouvelles, puis de connecter à travers tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu partages avec nous qui est Chantal Binet. Wow, hein, c'est quand même une grande question. Alors, en fait, je suis une femme passionnée, une femme avec beaucoup de vécu, je dirais. Moi, je suis née en Outaouais, dans la région du Vieux-Hall, pas très loin d'ailleurs, où sont les studios où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui. Et j'ai habité un peu partout en Outaouais, puis j'ai encore mes parents, mon frère, je suis choyée d'encore avoir mes parents à mon âge. Et j'ai roulé ma bosse au niveau professionnel, personnel aussi. On a chacun nos histoires de vie. Puis moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain. Le développement de l'humain, la compréhension de l'humain, la compréhension de la vie en général, de l'univers en général, me posait beaucoup de questions déjà très jeune sur qu'est-ce qu'on vient faire ici. Puis déjà au primaire, secondaire, j'étais la personne vers qui souvent les gens venaient parce que j'avais une bonne écoute et j'avais un petit peu le rôle entre guillemets, de psychologue auprès des amis. Donc, rapidement, c'est devenu clair pour moi que dans la vie, je voulais, sous n'importe quelle forme, un peu aider les gens dans l'accompagnement. Puis finalement, c'est là-dedans un petit peu que j'ai... me suis dirigée plus jeune. Ça me tentait pas de faire une maîtrise. J'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas tant l'école. J'avais hâte de travailler, moi. Donc, ça me tentait pas trop de faire une maîtrise pour être psychologue. Mais mon père était dans la gestion et ça m'a toujours intéressée quand il amenait des CV pour faire de la dotation, choisir les candidats pour une entrevue. Alors ça me parlait, le côté humain était là, puis de contribuer aussi. Donc bref, je me suis dirigée en relations industrielles, en gestion des ressources humaines à l'université. Donc j'ai mon bac en relations industrielles et je suis devenue conseillère en gestion des ressources humaines. Et après quelques années, il y avait quand même une bonne récession là en 91-92 et finalement il y a eu des coupures. Et je me suis retrouvée au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais comme formatrice pour les décrocheurs scolaires, à les aider à faire leur CV, passer des entrevues, les placer en stage, puis faire l'accompagnement auprès des entrepreneurs et des stagiaires. Et il y avait toute une partie intervention psychosociale. Donc, c'est comme si là, j'étais tombée comme Obélix là, dans la potion magique. J'ai vraiment adoré tout ce que je faisais puis ce que j'apprenais. Et finalement, après quelques années, je suis devenue gestionnaire du programme. Et puis, pour moi, c'était comme d'atteindre mon rêve qui était d'être gestionnaire. Puis finalement, après quelques années, je trouvais que l'intervention me manquait, l'accompagnement me manquait, la formation me manquait. Et pour réaliser que finalement, ça serait peut-être pas ça que je ferais pour le reste de ma vie. Là, j'étais un peu embêtée, mais j'ai fait le saut. J'avais 33 ans. J'annonçais à ma DG à l'époque que là, je quittais. J'avais pas d'autre emploi, puis pourtant, j'avais d'excellentes conditions de travail et tout ça. Mais je sentais un appel de faire un virage, mais je savais pas encore lequel. Et un an après, c'est là que j'ai entendu parler du coaching. Et là, le coaching est arrivé dans ma vie. Fait que grosso modo, c'est un peu ça. Wow, c'est tout un parcours et tout à ton honneur aussi d'accompagner puis d'exceller dans tout ce que tu fais. C'est dans la région, tu es très connue par rapport au team building, par rapport au coaching, par rapport à l'accompagnement que tu offres. Et ce que j'aimerais vraiment que tu partages avec nous,
c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as fait ce changement? Puis c'est quoi le défi qui a été dans ta vie, qui a été aussi le moteur de ce virage vers le coaching, vers l'humain spécifiquement? On va remonter vers ma début trentaine, peut-être vers 31 ans à peu près, 30 ans. Je sentais que j'avais comme un vide quand même à l'intérieur de moi, qui se comblait pas par ce que je faisais dans le quotidien. Et je n'étais pas capable de mettre le mot dessus exactement pourquoi. Mais finalement, je pense que j'avais comme 31 ans, là, je suis tombée en arrêt de travail pour dépression. J'avais de la misère à comprendre c'était quoi tout ce mal-être-là qui m'habitait. Malgré que de l'extérieur, tout avait l'air très beau. Et finalement, puis quand on arrête, c'est souvent la dégringolade après. Puis ça démontre à quel point, pour faire un lien avec ton thème de la résilience, Sarah, ça démontre à quel point on est résilient, mais en même temps, on peut être aussi un peu dans le déni. Exact. Parce que, puis surtout début trentaine, je trouve qu'on n'est pas encore assez bien équipé, majoritairement, même si j'avais déjà beaucoup de sagesse puis d'expérience de vie. Il y avait comme un peu de honte autour de ça. Tu sais, on remonte 1999, c'était moins courant de parler de santé mentale ou de mal-être. Donc, finalement, mon médecin a fait un deal avec moi parce que je voulais pas arrêter de quoi que je vais avoir l'air, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mon mari, à l'époque, j'étais mariée, qu'est-ce que mon mari va dire, mes collègues, peu importe. Et elle m'a dit, OK, ben je t'arrête 2 semaines, puis tu viens me revoir au bout de 2 semaines. Elle savait qu'est-ce qui était pour se passer. Alors, au bout de 2 semaines, j'étais comme une loque humaine, là. On dirait que là, quand t'arrêtes, tout ce qui doit prendre la place prend la place. Exact. Et finalement, et là, j'ai vu à quel point j'étais émotive et incapable, dans le fond, de bien fonctionner. Donc là, on m'a arrêtée pour quelques mois. Et après la période de résistance, là, ben là, j'avais un programme d'aide à l'employé à l'intérieur de mes fonctions. Et là, j'ai fait appel à un psychologue. C'était la première fois que je consultais. Puis ça m'a beaucoup aidé de prendre du recul, puis m'a beaucoup amené à arrêter de me définir à travers mon rôle, à travers le travail. J'avais une petite tendance ou une grande tendance un peu workaholic, puis c'était aussi comme ça qu'on se valorise beaucoup encore aujourd'hui par notre rôle, par l'étiquette, nos fonctions. J'avais quand même un grand besoin de réussir dans la vie. Bon, je sais pas trop d'où ça venait, mais mon père, c'est quelqu'un qui avait quand même réussi beaucoup. Je pense, puis tu sais, pour moi, j'étais toujours une première de classe à l'école, sans vraiment faire d'efforts. Fait que je pense qu'on valorisait ça beaucoup. Donc, c'est comme si j'avais pas le droit à l'échec. Puis ça allait quand même assez bien au travail, quand même, mais je reviens à ça, comment moi je me sentais intérieurement. Donc, bref, ce recul-là, qui a duré quand même 5 mois, m'a permis vraiment de décrocher de mon quotidien puis de vraiment me poser les vraies questions sans avoir la pression, tu sais, du quotidien, puis de réaliser que dans le fond, ce qui me manquait, c'était le lien 1 à 1, comme un peu je disais tantôt, tu sais, de former, d'enseigner, d'avoir un impact. Ouais. Et quand on est gestionnaire, on n'a pas tant l'impact qu'on souhaiterait. C'est pas si facile que ça, gérer des humains. C'est pour ça qu'après, quand j'ai démarré mon entreprise en coaching, j'ai dit, bon, ben, coaching de gestion, on va aller accompagner les gestionnaires parce que je sais c'est quoi. Mais tout ça pour dire que quand je suis revenue, j'ai fait une entente avec moi et je me suis dit, je me donne une année où est-ce que je me regarde aller et je prends en compte ce que j'aime dans mes tâches, dans mon rôle, dans mes responsabilités, ce que j'aime moins puis ce que j'aime pas du tout. Et finalement, il y a un nouveau projet qui est arrivé sur la table et on manquait une demi-ressource. On ne pouvait pas embaucher comme une moitié de personnes. C'était comme un temps pas tout à fait partiel. Et spontanément, j'ai dit, ben moi, je vais le prendre parce qu'il y avait de la formation auprès des gens, il y avait de l'intervention. C'est comme si je revenais un petit peu dans mon rôle de conseillère et en même temps de gestionnaire. Et au bout de
à peu près une année, pas tout à fait une année, là, c'était clair pour moi que c'était plus la voie de la gestion qui m'intéressait. Mais comme je disais tantôt un peu, je savais pas trop qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis finalement, dans mon congé, je suis tombée sur un livre, il n'y a pas de hasard dans la vie. Exact. Une coach. Puis dans ce temps-là, ça n'existait pas le métier ici au Québec et au Canada. Mais son livre avait été traduit. C'était une coach américaine son livre avait été traduit. Ça parlait beaucoup de nos besoins, de notre fondation personnelle. Puis ça m'avait beaucoup aidé à refaire un travail centré sur mes besoins, mes valeurs, ce qui m'allumait, ce qui me motivait. Et puis, ça m'a réalignée. Puis c'est là que ça m'a donné le courage d'annoncer à ma DG. J'allais avoir 33 ans et il fallait que je donne comme un avis peut-être un mois avant. Puis dans 3 semaines, c'était ma fête. Je suis allée voir ma DG, j'ai dit « Ça va être mon cadeau de fête. Je quitte à mes 33 ans. Wow. » Puis le vendredi même, c'était mon anniversaire, le 27 octobre. Et finalement, elle m'a dit entre toi puis moi, je t'envie. J'envie ton courage que tu as de te lancer sans rien. Puis j'avais pas encore entendu parler du coaching, sauf que je m'étais dit, je me donne 2 mois de congé. Après ça, je verrai qu'est-ce que je vais faire. Et puis, il y a un poste qui s'est ouvert en dotation, qui était comme un peu mon poste de rêve quand j'étais conseillère en gestion des ressources humaines, parce que le casino et l'hôtel du Lac-Lemay ouvraient. Il fallait doter l'ensemble des postes. Okay. Donc, puis en parallèle, j'avais aussi appliqué dans une école de langue au privé pour aller enseigner le français, langue seconde, au sous-ministre adjoint du fédéral. Et ce qui me manquait comme expérience de travail, c'était de travailler au privé. Et finalement, la réponse tardait à venir de la part du casino. Et j'ai choisi l'école au privé. Puis le casino était très déçu parce qu'il m'avait retenu, mais là, c'était long encore le processus. Fait que moi, j'ai décidé de suivre mon instinct. Fait que j'ai fait ça quasiment pendant 1 année. Puis j'ai adoré la vibe du privé. J'ai adoré ça. Et mais là, je m'emmerdais, excusez le mot, quand même assez rapidement. Puis les étudiants me disaient aussi, tu sais, qu'est-ce que tu fais ici? Ils voyaient bien qu'il y avait d'autres potentiels. Puis le propriétaire me voulait comme gestionnaire, puis j'ai fait non, là, c'est le temps de requitter. Puis là, quand j'ai quitté, 2 semaines après, j'ai entendu parler du coaching. Et c'est là que j'ai fait les démarches. Puis 3 semaines après, j'étais inscrite à la Coach University pour faire un 3 ans d'études en coaching. Wow, tout un parcours pour atteindre vraiment atteindre ses objectifs. Mais ce que j'entends durant tout ce que tu viens de partager, c'est vraiment cette sagesse d'aller se poser les bonnes questions, de se réaligner, de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais cette force aussi de caractère que je ressens vraiment en toi, cette résilience, je dirais même innée, que voilà, tu y vas au-delà des défis justement, et que tu vas vraiment vers ce qui te passionne, tu suis ton intuition pour aller justement faire du coaching qui te parlait beaucoup plus, ce contact avec les êtres humains. Oui, en fait, je pense que le courage et la résilience qui nous habite, tant qu'on n'est pas face à des situations où on doit sortir de notre zone de confort, prendre des risques et avancer malgré l'inconnu. Moi, je savais pas que j'avais toute cette force-là à l'intérieur de moi. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et pour moi, c'était, tu sais, de suivre son cœur. C'est intéressant parce que l'étymologie du mot courage, ça vient du mot cœur. Oui. Alors, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, ça nous donne la force puis l'élan d'aller de l'avant. Et finalement, tu sais, quand je regarde ma vie, j'ai jamais eu de plan. J'ai toujours suivi, en effet, qu'est-ce qui m'habitait intrinsèquement, intérieurement. Et quand j'ai entendu parler du coaching, pour moi, c'était comme « Oh my God », il y a eu comme un gros coup intérieurement dans mon corps au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, de faire comme là, je venais d'avoir un coup de foudre. Puis de dire « Ça, c'est toute la somme, ce travail-là, c'est toute la somme de qui je suis, de mes études, puis de ce que j'ai comme expérience de travail, puis l'expertise que j'ai développée. » Puis là, le seul bémol, ça me tentait pas de retourner aux études à l'université non pas un autre 3 ans d'université. C'était en anglais, c'était américain, basé aux États-Unis. Je parlais pas anglais. C'était en ligne,
Et c'était nouveau, là, en l'an 2000. Moi, quand j'ai quitté ma job, j'avais une secrétaire là, qui s'occupait, moi, de tout ce qui était informatique. Là. Je travaillais pas tant que ça là-dessus. Donc, c'était une courbe d'apprentissage là aussi. Et financièrement, ça coûtait quand même beaucoup de sous. Puis, c'était l'équivalent de ce qu'il y avait dans mon compte de banque. Wow. Donc, tu sais, mais j'ai fait... C'est ça, puis j'ai tout de suite embauché un coach en même temps pour dire, OK, j'ai besoin de me faire accompagner. Donc, mais la passion était tellement forte. Ouais. Puis tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est quoi que tu t'en vas faire? On comprend pas, c'est quoi ce coach? C'est comme quelle équipe tu vas aller coacher, tu sais, sportive. Puis même moi, j'avais un peu de misère à expliquer c'était quoi. Puis les gens mêlaient ça un peu avec la psychologie. Oui. Puis les gens étaient gênés de dire, surtout au début, tu sais, qui travaillait avec un coach. Exact. Fait que c'était aussi le défi de faire connaître la profession, de me faire connaître, puis aussi de démarrer une entreprise quand moi, j'ai jamais même pensé qu'un jour, je me lancerais en entrepreneuriat. J'avais pas de modèle autour de moi. Oui. Mais c'était, comme on dit, all-in. Tu sais, j'ai tout misé et ça fait plus de 22 ans, puis j'ai jamais eu de regrets. Wow, ouais. Vraiment, je suis impressionnée du fait que tu suis vraiment cette passion. Je la ressens là, je suis à côté de toi, donc je la ressens au plus profond de moi. Et ça vraiment, ça permet de voir ces capacités, comme tu as dit, qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent à chercher vraiment ce qu'on a envie de faire, cette passion qui est le moteur de tout ce qu'on fait. Puis justement, je pense, elle voulait qu'on parle d'elle. Ben justement, moi, comment je t'ai connue, Chantal, c'est lorsque je travaillais dans un organisme à but non lucratif qui œuvre pour les femmes. Donc, un jour, j'étais en pleine introspection lorsque je suivais mon parcours de programmation neurolinguistique et je voulais savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux faire. Et le lendemain, j'arrivais à mon bureau et je trouvais cette boîte. Cette boîte où c'était écrit Chantal Binet, coaching de gestion. Et là, c'était comme une révélation pour moi. Donc, j'ai trouvé, je vais la montrer. Donc, c'est une boîte qui a été réalisée par Chantal où on trouve des belles cartes avec des questions vraiment intemporelles et des questions avec des catégories d'action, d'inspiration. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai écrit à Chantal pour avoir son feedback, puis en tant que coach en gestion. Donc, elle m'a donné vraiment ce feedback, puis je te suis vraiment reconnaissante par rapport à la création de ça, puis par rapport au temps que tu m'avais accordé pour me parler de ta passion, pour parler du coaching en gestion, comment ça fonctionne. Puis on est là aujourd'hui de parler de tout ce chemin que tu as entrepris. Vraiment, je remercie la vie. Ben merci. C'est des belles synchronicités, c'est des belles surprises. Exact. Ça fait longtemps que j'ai créé ce coffret-là de coaching. Je pense que c'est 2011 ou 2012. Là, il n'y en a plus en vente parce qu'ils ont tous été écoulés. Mais oui, ça me fait toujours plaisir. Je suis au cœur de voir que ça circule et puis que ça a cet impact-là parce que c'était le but aussi quand ça a été créé. Exactement. Ça a beaucoup d'impact. Puis je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. À chaque matin, je vais me challenger aujourd'hui, une inspiration, une action. Puis je voudrais revenir, Chantal, tout au long de ce parcours, tu as rencontré aussi d'autres défis, je dirais majeurs, peut-être qui t'ont marqué encore plus. Est-ce que tu aimerais partager cela avec nous? Bien sûr. Ben, la maladie. Tu sais, on vit tous différents défis. Mais c'est certain que celui de la maladie, je vais parler enjeu. Pour une femme comme moi, on revient à la passion, qui est engagée, qui est dévouée, qui se donne, qui roule quand même assez vite et qui regarde en avant. C'est frustrant et j'ai trouvé ça, frustrant puis handicapant pour la tête. Je vais le nommer comme ça, de se sentir freiné puis de ne plus avoir toutes les capacités pour continuer. Parce que quand ça va bien, on veut que ça continue de bien aller. Et quand on fait ce qu'on aime aussi, bien sûr. Puis c'est arrivé comme à deux moments différents
en 2012, vers la fin 2012, je me souviens que c'était une année où je commençais de plus en plus à être fatiguée. Tu vois, je roulais là, depuis une dizaine d'années avec l'entreprise. Et je travaillais quand même de jour, de soir, de fin de semaine pour le plaisir, tu sais, d'avancer les choses. C'était pas une obligation, mais je voyais pas le temps passer. J'étais pas quelqu'un qui mangeait à des heures régulières. J'étais pas quelqu'un... J'étais devenue sédentaire, bien sûr, parce que le travail de coach, à part le fait qu'on est en entreprise, on est beaucoup assis. J'étais pas quelqu'un qui prenait... Je sais pas que je mangeais pas bien, mais j'étais moins consciente de mon corps. J'étais très dans ma tête, dans le cœur, mais mon corps, c'est comme il suit. Et même que je me souviens que je disais souvent, moi, c'est pas grave, même si plus tard je suis handicapée, je vais pouvoir faire le travail quand même parce que ça me demande juste d'être assise ou à peu près, tu sais. Ouais. C'est les histoires qu'on se raconte. Exactement. Et blanc dans les dents. Et dans le sens que, fin 2012, sans m'en rendre... je comprenais pas ce qui se passait, mais dans le fond, c'est que je devenais de plus en plus intolérante et allergique à plein d'aliments. Mon corps rejetait tout. Alors, j'étais loin d'être fonctionnelle. Puis, quand notre corps ne peut plus autant s'alimenter puis qu'il n'absorbe pas les nutriments, ça a un impact directement sur le cerveau. Certainement. On réfléchit moins bien. Ils appellent ça le brain fog. Tout le temps, j'étais devenue intolérante au gluten, allergique aux produits laitiers. Comme j'avais plus aucun aliment. Ça faisait tellement d'années que je mangeais ça sans savoir que j'étais allergique que mon intestin est devenu non perméable. Et donc, on appelle ça le leaky gut. Donc, ça fait en sorte que le système immunitaire se défend. Et là, il était comme en overdrive, en survie. Donc, n'importe quelle nourriture que je mangeais, je l'éliminais. Donc, ça a fait en sorte que j'ai perdu comme un 40 livres en dedans de 3 mois. Ouais, j'en avais pas de temps à perdre non plus. Puis, tous les tests médicaux revenaient comme quoi que j'avais rien. Mais finalement, puis c'était à force d'en parler avec, à un moment donné, ma comptable qui attendait après mes choses, de dire, écoute, je vais pas bien. J'explique un petit peu ce qui se passait. Puis elle me dit, est-ce que tu es cœliaque? Qu'est-ce que tu veux dire, cœliaque, c'est quoi ça? Puis est-ce que ça se pourrait que tu sois intolérante au gluten? J'avais jamais entendu à parler de ce mot-là. Fait qu'elle m'a éduquée. J'ai fait des recherches. Puis quand j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté d'aller aux toilettes 30 fois par jour. Puis j'ai commencé à mieux garder ce que j'avais. Puis en parallèle, j'ai consulté une naturopathe. Puis là, là, j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de recherches. Je t'épargne un paquet de détails. Mais tu sais, quand le système de santé peut pas répondre à nos questions, ben là, l'esprit entrepreneurial en moi fait, moi-même, je vais faire mes recherches, tu sais. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet, fait des recherches et tout ça. Bref, jusqu'en 2015-2016, là, tu sais, ça a été long avant de récupérer. J'ai quand même continué à travailler pendant ce temps-là, comme je pouvais. Mais tu sais, ça a été mon premier wake-up call, si on peut dire, au niveau du corps. Puis de... certainement revenir à un meilleur équilibre de vie. Donc, mais bon, quand on a la tête dure, c'est ça. Donc, mais quand même, fait que 2016-2017, là, je suis revenue pas mal top shape, comme on dit. Puis j'ai fait vraiment un gros virage là, au niveau alimentaire. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu ce qu'on appelle un éveil spontané de la Kundalini. Je ne veux pas trop embarquer dans les détails, c'est assez complexe un peu comme sujet, mais c'est un éveil comme spirituel. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à ressentir des choses. Le corps bouge un peu plus seul, fait des mouvements un peu de yoga tout seul. Et je me suis mis comme à canaliser, à entendre et à voir. Donc, là, tu te dis, bon, je connaissais c'était quoi le channeling, mais Kundalini, j'avais entendu le yoga Kundalini, mais pas ce processus-là. Donc, c'était comme une autre façon que là, mon âme venait m'interpeller pour être à l'écoute de toutes les dimensions de qui nous sommes. Donc, en parallèle, ça c'est arrivé en 2016-2017, là, j'ai comme compris que tout ce qui m'était arrivé depuis 2012 me préparait à accueillir peut-être davantage cette étape-là qui était pour s'installer en moi, ou c'est comme un processus qu'on appelle d'éveil ou d'ascension, de conscience, peu importe.
Et j'ai toujours été très ouverte à la spiritualité. J'ai toujours cherché le sens de la vie, comme je disais tantôt. Fait qu'en parallèle, j'ai continué à m'ouvrir côté spiritualité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, puis 2017, là, j'étais revenue vraiment beaucoup à temps plein. Et là, 2020, quand la pandémie est arrivée, j'ai beaucoup travaillé. Je venais de me divorcer en 2019, je venais de déménager en 1er janvier 2020. Et là, j'avais tout l'espace dans ma vie pour accueillir tout ce qui arrivait, parce que quand la pandémie est arrivée, les entrepreneurs se sont beaucoup virés vers le coaching et la formation. Donc là, je suis arrivée avec un agenda de fou, mais c'était parfait. Puis pour moi, c'était l'idéal en pandémie de m'investir aussi auprès de ma clientèle. Mais j'étais de plus en plus fatiguée. Puis j'ai reçu mon test de dépistage pour le cancer du sein. Après la cinquantaine au Québec, on reçoit une invitation. Mais j'avais fait un dépistage l'année d'avant, donc j'en ai pas trop tenu compte sur le moment. Je m'étais dit, bon, ça fait pas tout à fait une année, donc je ne reprendrai pas tout de suite rendez-vous, puis je veux pas engorger les hôpitaux à cause de la pandémie, tout ça. Et quand j'ai déménagé une deuxième fois, je suis retombée sur ma feuille de dépistage cancer du sein, et là, il y avait une forte intuition qui me disait d'appeler, puis genre, ça pressait. Je sentais comme l'urgence d'appeler. La tête ne comprend pas pourquoi ça arrive, donc écoute pas ça. Mais pendant 2 semaines de temps, ça n'arrêtait pas de me le dire. Et finalement, mais quand j'ai pris le téléphone, puis j'ai pris mon rendez-vous, quelques mois plus tard, parce qu'il y avait une pause à cause de la pandémie. Bref, les résultats sont venus comme quoi qu'il y avait quelque chose qui semblait suspect. Eux s'inquiétaient pas parce que c'était très petit, mais finalement, après quelques biopsies, le résultat est arrivé positif le 21 juillet 2021. Mais quand l'intuition est arrivée puis que le résultat est revenu en novembre 2020 pour me dire on va aller explorer davantage, je le savais déjà. Je l'avais la certitude, je l'avais la clarté, tu sais. Donc, fait que c'est ça qu'on a en commun, la belle Sarah. Alors, ça a été une épopée. Une épopée qui m'a arrêtée pendant 2 ans. Et je suis revenue au boulot mai 2023. À assez temps plein, là, graduellement. Mais je dirais que depuis janvier 2024, là, je sens que je suis revenue. I'm back. Ah, génial! Et on est content que tu es de retour avec nous. Merci. Puis, ça me pose juste à réfléchir à une question. Tu sais, c'était 2 ans aussi d'arrêt. Je me demande, durant ces 2 ans-là, c'est quoi les outils ou c'est quoi l'aide que tu aurais aimé avoir pour te sentir vraiment bien, que te sentir entouré? Tu sais, je parle que ça soit aide familiale, au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux, au niveau de tout. C'est quoi que, si on avait une baguette magique aujourd'hui, tu aurais aimé avoir quoi spécifiquement? En fait, j'ai reçu beaucoup. Malgré que j'étais isolée en pandémie à la maison. Dans le fond, c'est le scénario idéal. Je n'avais pas été exposée à personne. Alors, mais d'un côté, oui, c'est lourd parce que tu es seule aussi. Mais tu sais, j'ai un grand réseau. Les réseaux sociaux ont été utiles parce que j'ai partagé la nouvelle. Puis au lieu d'être... J'étais très sollicitée en message individuel. Puis j'avais pas l'énergie de répondre à tout le monde. Tu le sais, hein, on n'a plus d'énergie du tout quand ça arrive. Exactement. Donc, j'ai décidé de faire des petites vidéos une fois de temps en temps pour justement informer, pas trop alarmer les gens, puis partager au fur et à mesure ce qui se passait. Puis c'est l'amour qu'on a besoin, l'amour, le soutien. Exact. Donc, même si j'étais seule physiquement à la maison, je me sentais vraiment soutenue de par mon grand réseau. Mes amis très près m'ont fait beaucoup de bouffe qui venaient déposer sur mon balcon. Mes parents, en fait, ma mère venait de terminer un cancer. Ouais, ça a été
partie la plus difficile, ça a été d'annoncer à mes parents, mais entre autres à ma mère, que là, j'avais le cancer tout de suite après elle. Mais, tu sais, chez nous, on est résilients, on a un bon sens de l'humour. Donc, pour moi, c'était très nécessaire de ne pas avoir de négativisme autour de moi parce que moi, je suis quand même quelqu'un de positif. Donc, j'ai dit à ma famille, puis j'ai un frère aussi, j'ai dit, on vient d'être positif pendant 2 ans pour ma mère, ben on va faire la même chose pour moi, tu sais. Mm-hmm. Donc, ça a été génial. Et c'est sûr qu'avec tout le coffre à outils, que, tu sais, avec toutes les études que j'ai faites, puis, tu sais, j'ai continué de me former quand même en coaching avec toutes les années, puis au niveau du leadership, puis la gestion de soi. Alors, j'avais vraiment plus qu'un coffre à outils, j'avais un garage rempli d'outils. Donc, c'était le temps de le mettre en action, en application. Je te dirais que ce qui, je trouve, qui a manqué le plus, c'est vraiment l'attitude à l'intérieur du système de santé. Okay. Tu sais, on est quand même choyé au Québec. On a l'impression que ça coûte rien, le système de santé. C'est pas vrai, ça nous coûte une fortune en taxes, en impôts. Puis on a toujours eu un bon service jusqu'à il y a quelques années. Quand on rentre dans le système à cause du cancer, c'est certain qu'on est assez pris en charge rapidement. Mais je trouve que c'est l'attitude des spécialistes. Dans mon cas, j'enlève pas leur spécialité et leur expertise parce que j'ai vraiment eu de bons experts au niveau technique, au niveau de l'opération, mais au niveau de l'accompagnement humain, ça manquait assez gravement. Et dans ce que moi j'ai vécu, je me suis sentie plus comme moins comme un humain, plus comme un morceau. Et moi, je peux dire ça, une tâche à exécuter de leur part. Je me sentais pas à l'aise de le partager quand je le vivais parce que je me disais, ouais, elle va m'opérer, là. Ça me tente pas de la bousculer. Je vais gérer le risque un peu. Mais avec la radio-oncologue, j'ai essayé d'y parler pendant le processus. C'était pas quelqu'un qui... C'était des gens plus rigides, plus fermés. Ouais. Ils ont leurs statistiques, ils ont leur protocole à suivre, ils ont leur procédure à suivre. Il n'y a pas tant de place pour l'humain, il n'y a pas tant de place pour l'écoute. Ils sont dans le temps. Exactement. J'ai 15 minutes, j'ai 10 minutes. Alors, je trouve, pour moi, ça m'a fait réaliser que notre système de santé est rendu géré par le temps. Et non par le service à l'humain. Exact. Et ils font leur possible, on s'entend, avec les ressources qu'ils ont et avec ce qu'ils ont reçu comme façon d'être et façon de faire. Et je pense que... Puis, tu sais, je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais je trouve que ce que j'aurais aimé le plus, que j'aurais eu besoin le plus puis que j'ai pas reçu, c'est quand est venu le temps de prendre la décision de est-ce que je garde mes seins? Est-ce que j'en garde un ou les deux? Est-ce que j'en fais enlever un ou les deux? Puis j'ai eu comme 30 secondes, 1 minute pour prendre ma décision. Moi, ça m'a, excuse le mot, flabbergasté. J'en revenais pas. Puis tu sais, on reçoit pas une tonne d'informations non plus. Puis plein de présuppositions parce que le cancer que j'avais était très agressif. Il était déjà rendu grade 2 sur 3. On entend parler des stades, on entend moins parler des grades. Puis c'était un triple négatif, là, ce qu'on dit qui est comme le pire des cancers et le plus agressif. Donc, et qui avait de fortes chances, qui était pour avoir des récidives, qui j'étais pour avoir des métastases ailleurs. Peut-être que aussi c'était génétique, puis que peut-être que là, j'aurais un cancer des ovaires à cause de ça. Donc, on me lance tout ça, puis on me dit, bon, ben qu'est-ce que tu fais? Bon, ben moi, je pense que je me retourne à la maison, puis j'ai le temps de réfléchir, puis que je rappelle, je dis, ben j'ai juste quelqu'un. Elle dit, là, j'attends ta réponse, là. Puis là, je me disais, hey, moi, je suis solide. Et là, j'étais vulnérable. Là, j'étais vraiment vulnérable. Et je pensais à tout le monde qui n'est pas équipé comme moi, qui n'est pas outillé comme moi, qui n'est pas solide émotionnellement, qui est moins résilient. C'est pas donné à tout le monde.
et qui n'ont pas de support, qui n'ont pas de soutien, qui sont plus seuls, je me disais, ouf, fait que j'ai pensé comme à tout le monde en même temps. Puis finalement, tu sais, j'ai pris ma décision avec l'intuition. C'est l'intuition qui m'avait parlé pour le diagnostic, alors allons-y avec ça. Donc, dans mon cas, j'ai fait le choix de tout garder parce que la tumeur était petite, puis que le radiologiste m'avait dit, moi, j'ai tout enlevé. Puis elle m'a dit, ben je vais tout aller enlever aussi, on va aller gratter, on va aller enlever des morceaux. Puis finalement, j'avais rien d'autre ailleurs. Tu sais, j'ai été quand même choyée parce qu'on m'avait dit aussi, ça c'est l'autre chose, on m'avait dit, encore une fois, je sais qu'il fonctionne avec des statistiques, mais dans le même moment, on m'avait dit, tu vas recevoir la pire chimio. Ça serait mieux que tes parents déménagent avec toi pendant 6 mois parce que tu seras pas capable de fonctionner. C'est pas bon que tu sois seule. Et attache ta tuque, ça va être l'enfer. Puis, tu sais, fait que moi, j'étais comme, OK. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres options possibles. T'sais. Exact. Et finalement, c'est là que j'ai pris mes outils, puis je me suis assise avec moi-même, puis je me suis dit, toi, Chantal, comment tu as le goût de vivre ça? Ça serait quoi ton scénario idéal? Je me suis coachée. Je me suis posé les questions c'est ça que j'aurais posé à mes clients. Puis finalement, je me suis dit, ben moi, idéalement, on est juillet, ça serait le fun qu'à Noël, ça soit fini, que j'avais pas de chimio, que je sois l'exception à la règle, que j'ai pas de drain après mon opération, parce que semblerait-il que ça, c'était quand même quelque chose aussi. Exact. Et que j'ai de la radiothérapie, puis que rendu à Noël, ben que ça soit terminé, tu sais. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Wow. Et la chirurgienne et la radio-oncologue m'ont dit les deux, on n'a jamais vu ça en 30 ans. T'es vraiment l'exception à la règle, comme tous les mots que je m'étais dit. Donc, tu sais, pour moi, j'étais pas tant surprise parce que c'est ça que je vivais intérieurement. C'est ça que je peux dire ça, je respirais là-dedans au quotidien. Ça veut pas dire que j'ai pas eu mes mauvaises journées. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des journées où j'ai eu peur de mourir. Ou est-ce que ça se pouvait que ça arrive aussi, ce scénario-là? Parce que je me suis fait rencontrer le 21 juillet, en mois d'août. Et je me faisais pas opérer avant le 30 septembre, puis j'avais pas mes résultats avant le 2 novembre. L'attente, des résultats, mon Dieu. Ça nous tue. Ouais. Et donc, il y avait comme un 3-4 mois comme ça où est-ce que j'étais, tu sais, mais l'opération s'était bien passée. J'ai pas eu de drain. Il n'y avait pas de... Puis au mois de novembre, quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de cancer ailleurs, ben pour moi, c'était comme... Puis entre-temps, j'avais été passer des tests, puis c'était pas génétique. J'avais été au privé pour que ça aille plus vite. Donc, tout ça pour dire que quand on parle de résilience, ça bat pas mal tout ce qu'on peut vivre antérieurement dans notre vie. Et je trouve qu'un des plus beaux cadeaux, c'est ça nous donne l'opportunité de rechoisir la vie, de rechoisir de vivre. Tu sais, j'ai le choix. J'ai le choix d'accepter de mourir, parce que je pourrais aussi décider que, hey, sais-tu quoi? Je l'ai fait en masse. Je pourrais bien aller me reposer. J'ai coché plein de cases sur mon chemin de vie, puis j'ai plus grand-chose d'autre à accomplir. Puis pour vrai, je serais partie avec le sentiment d'accomplissement, puis même quand je m'étais dit, ben écoute, si j'ai la pire chimio, puis je perds mes cheveux au premier traitement, j'irais me chercher des perruques de toutes les couleurs, puis je m'amuserais avec ça. Tu sais, j'étais vraiment, OK, on prend le meilleur de tout ça, tu sais. Oui. Mais pour vrai, pour moi, ça a été de dire, OK, Chantal, comment tu te positionnes? Puis j'ai fait, pour la première fois, je choisissais de vivre, pour vrai, à 100%, de plus me poser de questions par rapport à ça. Parce que j'ai eu quand même une période assez noire, là, de 15 ans à 30 quelques années, où j'ai vraiment souvent voulu mourir pour un autre événement personnel là, que j'avais vécu adolescente. Puis finalement, c'était comme un cadeau de renaître avec qui j'étais à l'âge que j'étais rendue. Et l'autre cadeau, ça a été que mes parents, à 60, il y avait comme 78, 79 dans ce temps-là, 77, 79,
ont pu reprendre soin de leur fille, comme quand j'étais enfant, qui était moins possible pour eux dans les années 70. Donc, tu sais, ça nous a encore plus soudés comme famille. Puis ça m'a repriorisé à mon retour que maintenant, au lieu que ce soit le travail, puis quand je vais avoir le temps, ma famille, puis quand je vais avoir le temps, mes amis, ou vice-versa, là, c'est ma famille, mes amis, le travail qui est en parallèle, mais que je mets pas toutes mes œufs dans le même panier et voyager, puis de savourer la liberté et de reprendre contact à 100% avec mon corps pour ne plus jamais l'oublier et passer à côté de ça. Puis quand on travaille énergétiquement, parce que, tu sais, à travers tout ça, pendant ma pause de cancer, ben moi, j'ai continué de prendre des cours en ligne. Et je me suis certifiée comme praticienne en soins énergétiques. C'est quelque chose que j'avais reçu beaucoup dans ma vie. Puis avec le processus de Kundalini, mon corps se donne lui-même, si on peut dire, des traitements énergétiques. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma guérison. Donc, maintenant, j'offre ça en parallèle à ma clientèle parce que j'ai compris qu'on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste un cœur. On est un corps, on a plusieurs dimensions. Puis, on peut accompagner les gens de différentes façons. Puis aujourd'hui, les gens souffrent tellement de différentes façons. Que si je peux aussi contribuer de façon énergétique, pas juste au niveau du coaching qui interpelle plus la tête et le cœur, ben à ce moment-là, j'ai comme joint le corps à tout ça. Donc, il n'y a pas d'hasard dans la vie. T'sais. Exact. Ouais, il n'y a pas d'hasard. C'est une phrase qui peut paraître cliché, mais c'est vrai. T'sais. Exactement. Ben, merci Chantal pour ces beaux partages. Puis moi, l'apprentissage que je garde, c'est de renaître et de choisir sa vie, choisir surtout de vivre. Merci beaucoup Chantal d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir. Merci Sarah. Merci.